Aux confins de l'Amazonie, la Guyane française. Le fleuve Maroni se jette dans l'océan sous le regard indifférent du plus vieil habitant de la planète, la tortue lutte. « 150 millions d'années. C'est l'âge de cet étrange reptile, dernier descendant des grands monstres de la préhistoire, dont bien des comportements restent mystérieux. La tortue lutte a réussi à échapper au piège tendu par la nature depuis la nuit des temps. Pourtant, aujourd'hui, son espèce est menacée. Heureusement, un homme veille sur elle. Jacques Frétet se consacre depuis 20 ans à la sauvegarde des tortues luttes. La vie et le travail de ce scientifique français se déroulent de jour comme de nuit au rythme de ces étonnantes tortues marines. Alors la tortue lutte, c'est la plus grosse tortue qui existe, la plus grosse tortue actuelle. On parle souvent des tortues des Galapagos ou des Seychelles, mais ce sont des tortues beaucoup plus petites qu'elles. C'est-à-dire qu'une tortue des Galapagos ne fait au maximum qu'1,20 m, alors qu'elle peut atteindre 1,90 m de carapace. Et au niveau poids, elle peut pratiquement atteindre la tonne. Les tortues luttes viennent pondre ici chaque année, indifférentes à la présence des Amérindiens, les Galibis, qui vivent sur le littoral. Leur venue par centaines sur cette petite plage de 3 km de long demeure un secret de la nature. À quelle loi obéissent-elles pour effectuer ce voyage de plusieurs milliers de kilomètres qui les amène ici? Où vont-elles quand elles disparaissent jusqu'à l'année suivante? Toutes ces questions, tous ces mystères auxquels Jacques tente de répondre. Alors c'est un animal assez extraordinaire par beaucoup de points. C'est une tortue qui n'a pas de vraie carapace. Ce qu'on voit ici, c'est simplement une couche de graisse d'environ 4 cm, avec des petites plaques osseuses et une peau très fine par-dessus. Elle n'a pas d'écailles comme les autres tortues. Alors ces larmes, ce ne sont pas des larmes de douleur à cause de la difficulté de la ponte, c'est simplement parce que lorsqu'elle est en mer, elle avale énormément de sel en mangeant et en respirant. Ces sels pourraient être toxiques. Et donc elle a comme les oiseaux des glandes à sel qui sont derrière l'œil et qui lui permettent d'éliminer l'excès, de sel. Donc il y a un écoulement glaireux permanent de liquide salin. Sur cette plage, jusqu'à 1200 tortues luttes peuvent venir en une nuit. Leur concentration est telle qu'elles se déterrent parfois et se détruisent les nids les unes les autres. Mais l'homme représente une menace bien plus dangereuse. Jacques raconte que lorsqu'il a commencé son travail sur la plage il y a 15 ans, les tortues luttes étaient systématiquement massacrées par l'homme. Si elles peuvent parfois être accidentellement victimes des filets des pêcheurs, elles sont surtout menacées par les braconniers qui les pourchassent pour leur chair et leurs œufs. Aujourd'hui, Jacques et son équipe ont investi le site et les tortues sont en partie sauvegardées.
Même si quelques cadavres jonchent encore le rivage, elles sont maintenant protégées au niveau national et international. Tous les ans, Jacques vient ici du début du mois de mai jusqu'à la fin juillet. C'est durant cette période, le plus souvent la nuit, mais aussi à l'aube ou au crépuscule, que les tortues sortent de l'eau à marée montante. Leur déplacement sur le sable est très pénible. Leurs membres hypertrophiés et leurs muscles pectoraux très développés leur permettent de se déplacer dans l'eau avec vigueur et rapidité, mais ne sont pas adaptés à la terre. Pendant la montée, la tortue lutte ne sait ni reculer, ni tourner pour éviter un obstacle. Quand les tortues viennent sur la plage, Jacques et son équipe patrouillent, à la fois pour décourager d'éventuels braconniers, mais aussi pour procéder au marquage et à l'identification des femelles. Autre méthode pour identifier les tortues, la photographie du chanfrein. Cette sorte d'empreinte digitale que la lutte possède sur le front représente un dessin différent pour chaque individu. Enfin, toute une série de mesures sont effectuées pour déterminer les spécificités de chaque animal. La phase de l'ascension dure une quinzaine de minutes. La tortue va chercher un endroit sur la plage, puis s'arrêter sur son lieu de ponte. Elle se met alors à balayer en projetant vigoureusement le sable vers l'arrière à l'aide de ses pattes antérieures, en alternance avec ses pattes postérieures pour préparer l'emplacement du nid. Avec beaucoup de soin, elle va commencer à creuser pendant une vingtaine de minutes un trou d'environ 80 cm de profondeur.
La tortue luth va alors pondre une centaine d'œufs. Certains lieux de nidification, s'ils ne sont pas malencontreusement ravagés par les autres tortues, risquent aussi d'être détruits par la marée. Pour minimiser les risques, Jacques ramasse précautionneusement les œufs. Jacques les porte ensuite dans son écloserie artificielle. Grâce à son action, plus de 10 000 œufs sont ainsi préservés chaque année d'une destruction certaine, et des milliers de bébés tortues peuvent y voir le jour. Une fois la ponte terminée, la tortue recouvre ses œufs de sable qu'elle tasse avec ses pattes postérieures. Ensuite, elle balaie l'aire de nidification comme pour brouiller l'emplacement exact du nid et protéger ainsi sa progéniture. Sa mission achevée, elle retourne à l'eau d'où elle ressortira quelques jours plus tard pour pondre à nouveau ailleurs sur la plage. Et cela une dizaine de fois pendant la saison. L'extrémité du site révèle un rivage hostile, encombré de bois mort aux arêtes tranchantes. Ce sont des pièges mortels pour les tortues qui s'aventurent jusque-là. Le lieu fait l'objet d'une surveillance fréquente de la part de Jacques. Toutes les observations sont minutieusement recueillies. Les données sur l'identification de chaque individu sont saisies et permettent d'évaluer les déplacements des tortues, la fréquence de leur apparition sur la plage, leur nombre de pontes et contribuent ainsi à essayer de percer un peu de leur mystère.
tortue lutte vit toute l'année en pleine mer et on la trouve dans tous les océans. Elle se nourrit de petits poissons et surtout de méduses. Les femelles sont prêtes à parcourir de très grandes distances pour rejoindre un lieu de ponte. Hormis celui de Yalimapo en Guyane, les deux autres sites importants sont au Mexique et en Indonésie. Selon une hypothèse, c'est en suivant les zones magnétiques qui aimantent les fonds marins que les tortues luttes parviennent à se repérer avec autant de précision lors de leur migration annuelle. Si la vie sous-marine des tortues luttes recèle encore bien des mystères, on a fait une découverte extraordinaire sur leurs œufs, découverte que Jacques met en pratique régulièrement dans son écloserie. On a observé que le sexe des nouveau-nés était lié à la température d'incubation des œufs. S'ils sont conservés en dessous de 29,5 degrés, on obtient des mâles. Au-dessus, on obtient des femelles. L'homme est ainsi capable pour la première fois de fabriquer des femelles ou des mâles d'une espèce menacée. Pour l'instant, il fait éclore davantage de femelles. Ce sont elles qui assurent la reproduction. Alors un œuf de tortue est gros un peu comme une boule de billard. La membrane la coquille est une membrane et non pas une coquille dure calcite comme les œufs de poule. Hein. Il faut mieux d'ailleurs parce que quand l'œuf tombe d'à peu près 80 cm, ça se casserait. Alors ça, c'est un œuf que je peux manipuler parce qu'il est presque en fin d'incubation, alors que pendant pratiquement toute l'incubation, à partir de la ponte, on ne peut absolument pas y toucher. Contrairement aux œufs d'oiseaux où les parents sans arrêt retournent les œufs, là, à partir du moment où l'œuf est pondu, on ne peut plus y toucher jusqu'à la fin de l'incubation. L'embryon de la petite tortue grossit dans l'œuf pendant 2 mois. Un jour, il se met à bouger et à gigoter dans la membrane qui l'emprisonne. Il a au bout du museau un petit appareil conique qu'on appelle la dent de l'œuf, comme chez les oiseaux, dont il va se servir pour fendiller cette membrane en faisant des mouvements avec sa tête. Puis il va bouger de plus en plus, écarter la membrane et sortir de l'œuf. Tout cela se déroule en plusieurs heures. Ensuite, les petites tortues se regroupent en colonnes. Elles mettront 3 à 4 jours pour remonter vers la surface du sable. Puis elles sortent le plus souvent en fin de journée ou après la pluie. Pour Jacques, c'est un émerveillement quotidien à partir du mois de juin. Il n'en oublie pas moins ses observations scientifiques.
Le combat pour la vie commence. Immédiatement, les petites tortues se dirigent vers la mer, laissant derrière elles des traces pas tout à fait à la mesure de celles de leur mère. Les petites tortues doivent affronter différentes étapes parsemées d'innombrables embûches. Avant d'atteindre leur première vague, elles sont souvent la proie des chiens ou des oiseaux. Au-delà de la plage, la première menace et la plus grave sont les mâchoirants, sortes de gros poissons-chats qui les attendent dans l'eau. Plus loin, ce sont les requins. Arrivés à l'âge adulte, il leur faudra se préserver d'autres dangers. Les filets des pêcheurs, bien sûr, mais aussi les sacs en plastique qui flottent entre deux eaux, que les tortues confondent avec les méduses. Jacques estime que dans la nature, un bébé tortue sur 20 000 arrivera à l'âge de 20 ans. Grâce à son action, Jacques a su convaincre la population locale, et plus particulièrement les enfants, de la beauté et de la nécessité des tortues luttes. Chaque année, plus de 6 000 bébés sont remis à l'eau. Un espoir pour Jacques de pouvoir préserver l'espèce. Pour que ce spectacle offert chaque année par le plus vieil habitant de la planète se perpétue à jamais. Nous sommes en Nouvelle-Zélande, au nord-est de l'île de Jade, l'île du Sud. Chaque année, c'est ici, dans la baie de Kaikoura, que Bernd Würzig poursuit ses recherches pendant plusieurs mois. Biologiste marin, Bernd parcourt les eaux du monde entier depuis plus de 20 ans. Il s'est arrêté ici il y a 11 ans. Kirsty, étudiante, apprend avec Bernd le travail de terrain et l'aide dans sa recherche sur des créatures marines fascinantes. Ces dauphins, les lagénorrhinques obscurs, ou les dusky, viennent ici chaque automne pour s'accoupler et mettre bas. Ils resteront dans ces eaux paisibles environ 6 mois. Paisibles, ces eaux le sont de moins en moins. Chaque année, des bateaux de tourisme sillonnent cette région à la découverte des dauphins. Bernd est inquiet. Aujourd'hui, en collaboration avec la commission de conservation, il veut savoir si cette forme de tourisme représente une menace pour ces dauphins côtiers. Suzanne Yin, l'assistante de Bernd, effectue un travail crucial. Elle traque les mouvements des dauphins depuis la côte.
Yin localise et note la position des groupes à l'intérieur de la baie et leur vitesse de déplacement. Elle peut aussi suivre les mouvements des bateaux de tourisme et les réactions des dauphins qui en découlent. De son bateau, difficile pour Bernd de localiser les groupes de Duskies. Yin, de son point culminant, est là pour le guider. Oh great, I can see you. The dolphins are About a kilometer north of you and they're heading east. Okay, thank you. Bernd peut alors rejoindre les dauphins pour les étudier de plus près. Cette année, il recherche plus particulièrement les petits groupes satellites, constitués de femelles accompagnées de leurs nouveau-nés. Okay, I've got them. Very good, thank you, Yin. We'll head right on over there. Yeah, this is Earthwatch standing by. Le groupe que Yin a repéré est seulement composé d'adultes. Des adultes que Bernd ne se lasse pas d'observer. Les lagénoranques obscurs sont parmi les dauphins les plus acrobates du monde. C'est la raison pour laquelle Bernd a choisi d'étudier cette espèce. Chaque jour, il peut jouir d'un spectacle merveilleux de grâce et d'aisance. Armé de son appareil, Bernd commence à récolter des données. Ces photographies sont précieuses pour étudier les comportements des Duskies. Il pourra décoder plus tard ses sauts et ses cabrioles. Jeu, joie de vivre. En fait, il semblerait que ce soit plus complexe que cela. Les plongeons, tels que la première, sont habituellement liés à la chasse. Les Duskies bondissent hors de l'eau, vont respirer et replongent à toute vitesse. En fait, ils profitent du poids de leur corps dans l'atmosphère pour atteindre de plus grandes profondeurs, rapidement. Les battements de queue sont parfois en rapport avec l'alimentation, mais peuvent aussi correspondre à une communication sociale, comme l'intimidation. Les sauts acrobatiques, qui ressemblent le plus souvent à des sauts périlleux, correspondent à une activité sociale plus développée. Ils peuvent être liés à des accouplements répétés ou à l'euphorie due à la nourriture, ou même à la combinaison de ces deux activités. Dans un groupe social très actif, on observe tous les types de sauts, et en particulier de longues séries, pouvant atteindre une vingtaine de sauts acrobatiques. Comment étudier un mammifère marin, si ce n'est en le rejoignant dans son élément ? Impossible de prendre des notes. C'est en filmant les dauphins que Bernd pourra le mieux étudier leurs mœurs et leur organisation sociale. Avec ces images, il pourra analyser plus tard la vie privée des cétacés. Pour l'instant, il ne s'agit que de la partager.
Dans ces moments-là, Burnt peut côtoyer l'intimité des Duskies. Moment magique, où le travail du scientifique devient envoûtement. Burnt nage à l'unisson avec les dauphins. Soudain, et sans raison apparente, les dauphins se sont éloignés, laissant Burnt seul, au milieu de nulle part. C'est étrange. Burnt plonge pour avoir une vue panoramique. Peut-être pourra-t-il voir ce qui est à l'origine de cette désertion. Plus rien, plus un son. La mer semble inhabitée. Une orque, le plus grand carnassier des mers. Burnt comprend maintenant. Comme les dauphins, l'orque communique principalement par ultrasons, imperceptibles à l'oreille humaine. Les dauphins, eux, avaient entendu le prédateur. Burnt tente de déchiffrer les secrets de ce monde acoustique mystérieux. Il a rejoint un groupe de Duskies pour enregistrer des sons. Impossible de continuer, les sons sont brouillés. Les bateaux sont trop proches et arriveront bientôt au milieu du groupe de Duskies. Soucieux, Burnt tente de savoir si la réglementation limitée à 3 bateaux autour des dauphins peut s'intensifier. Il ne faudrait pas que le nombre de visiteurs vienne perturber les Duskies sur leur site de reproduction. Durant l'accouplement, le mâle est toujours sous la femelle. La plupart du temps, il reste très près de la surface de l'eau. Sous l'eau, la femelle est en état d'apesanteur. Les assauts du mâle sont plus efficaces quand il pousse le corps de la femelle vers la surface, profitant ainsi de la pression atmosphérique sur l'eau. Wow, look, Kirsty, there's that mating I was telling you about. It turned out pretty well, didn't it? That's good. Burnt That went on montre for ses about précieuses 25 images à seconds or Kirsty. so. They're coming back into the Pour stream savoir si now. l'homme dérange les Duskies, il faut d'abord And moving apprendre apart, they're comment about les choses se a meter and déroulent a half, 2 normalement meters sous l'eau. apart. The male's still down below. Was that the same, And C'est they're toujours out. le même male and couple. female that stayed together? Yes, yes, it Oui. was. There Oui, oui. were several Il y other avait bien males plusieurs around, mâles qui but lui those tournaient two autour, were the ones mais that ces stayed deux-là ont l'air together. de vouloir rester So, ensemble. I hope to get J'espère more of pouvoir en that filmer un kind peu of plus thing dans in les the semaines next à few venir, weeks, parce because que that's ça where sera the la pleine mating is saison des occurring amours. now.
En fin de journée, sur le chemin du retour, Bernd observe régulièrement des groupes qui se divisent avant de se diriger vers le large. Une grande excitation semble régner parmi cette petite bande de retardataires. Il y a une raison exceptionnelle. Un cachalot. Les Duskies n'hésitent pas. Ils l'encerclent, l'assiègent. Bernd a son idée sur l'intérêt que portent les dauphins au cachalot. De la même manière qu'ils nagent devant l'étrave des bateaux pour économiser leur énergie, ils se servent du sillage de la baleine pour se glisser vers les profondeurs. Bernd n'arrête jamais. Lorsqu'il n'est plus parmi les dauphins, il analyse, tard dans la nuit, toutes les données qu'il a enregistrées durant la journée. Sur son ordinateur, Bernd peut mesurer l'intensité et déterminer le type de son qu'il a enregistré. Il isole d'abord les différents sons et les clics qui servent à l'écolocalisation. Comme un radar de bateau, ce système d'écho renvoie aux dauphins les sons qu'ils ont émis, leur offrant une image acoustique de leur environnement. Ce système d'écolocalisation est particulièrement efficace pour pêcher la nuit. Avec ce formidable sonar, il repère les poissons dont ils vont se nourrir, évalue leur taille, leur forme et la distance à laquelle ils se trouvent. Dès la tombée du jour, les poissons remontent à la surface. Alors les dauphins s'éloignent de la côte pour se gaver au large de lamproies et de calmars. Autre type de son, autre utilisation. Cette fois, ce sont les sons plus rauques et les sifflements. Ils servent à la communication. Sur le graphique, ils sont caractérisés par les parties les moins denses. Bernd les sépare des sons d'écolocalisation afin de les analyser plus précisément. En effectuant des recoupements avec les images qu'il a filmées, Bernd sera en mesure de savoir à quel comportement correspond telle émission sonore. Sa recherche avance. Mais cette année, il n'a eu encore ni image, ni son de bébés d'huskies. Bernd n'a toujours pas aperçu le groupe de mères avec leurs petits. Ce n'est pas normal. Pour repérer les groupes, l'hélicoptère permet à Bernd de parcourir de grandes distances. Très rapidement, le scientifique peut avoir un aperçu de la répartition des dauphins dans la baie de Kaikoura. Okay, Dave, where do we have the dolphins this morning? Des Duskies. Bernd et le pilote s'approchent. Ce sont des adultes. Généralement, ces groupes comprennent entre 100 et 1000 individus. Seules les femelles avec leur nouveau-né se retrouvent en groupe satellite réduit, composé généralement d'une douzaine d'individus. Bernd ne rate pas une occasion de recueillir des informations. Il pourra plus tard effectuer le décompte exact du nombre de Duskies présents dans ce groupe. En fin d'après-midi, Bernd retrouve ses deux assistantes pour faire le point sur les observations de la journée. Ensemble, ils répertorient les déplacements et les comportements des dauphins, ainsi que les mouvements des bateaux de tourisme. Oh yeah, I just finished it right off the press. Here. En regroupant les données récoltées par Yin et Kirsty, ils sont en mesure d'étudier les interférences que pourraient provoquer les bateaux sur la vie des dauphins.
Les résultats sont encourageants. Les Duskies ne So laissent pas Kirsty, apparaître de you've got comportements boat atypiques pour fuir positions les here visiteurs. and here. Could you Les tell us a bit déplacements des more grands about groupes that? de dauphins sont normaux. Pour l'instant, les rencontres entre les hommes et les Duskies semblent se dérouler sans conséquences néfastes pour les All right. dauphins. So we only Mais have Bernd those reste two vigilant. tourist boats with the Il ne veut pas animals tirer here, la with sonnette that main d'alarme group quand il sera trop in tard. this movement right here. La baie de Kaikoura Okay. est un lieu That's an capital pour la interesting reproduction des movement, isn't Duskies. it? And did you see any Mais cette année, other Bernd small n'a groups? pu y This is observer the que des main grands group groupes. right here Les now petits that ne sont we've toujours got pas apparus. moving in deep water this time. Did you see Alors, any est-ce que tu as vu other d'autres small groupes aujourd'hui, mother les calf mères avec groups leurs near petits? shore today? Yeah, there were some. Ah oui, il y at avait least deux two couples, mother mère calf enfant. pairs, that were in a group. Ils and they allaient et hugged the venaient en coastline suivant la and côte. just moved back and forth. Il n'y avait There pas was beaucoup very de little bateaux. boat traffic in that C'était area. une journée So idéale it pour was quite a observer nice les day petits to groupes. track small groups of animals. Le groupe de femelles de ski avec leurs petits doit être hors de la zone de recherche habituelle de Bernd. Les distances sont longues. Bernd doit demander assistance à l'hélicoptère qui le guidera dans sa quête. Ça y est, le pilote de l'hélicoptère, Dave, a repéré un petit groupe de Duskies. Il doit maintenant guider Bernd pour qu'il puisse les retrouver. Mission accomplie. Bernd les a repérés à son tour. Il s'agit bien d'un groupe de femelles. Elles s'étaient cachées dans une petite crique. Les bateaux de tourisme sont peut-être à l'origine de la situation. Ce groupe particulièrement vulnérable pourrait être venu se réfugier ici pour fuir les humains. Enfin, Bernd peut voir les premiers bébés. Après 12 mois de gestation, les femelles donnent naissance à un seul petit, dont elles prennent soin pendant plus d'un an. Très solidaires, les mères se rassemblent avec leur nouveau-né. Elles ne rejoindront le reste du groupe que lorsque les bébés seront moins vulnérables et auront plus d'endurance. Même après, elles continuent à leur apprendre comment fonctionne l'organisation sociale et les initier à la chasse. Impatient, Bernd veut maintenant les observer sous l'eau. Il est avant tout curieux de voir comment va se dérouler le premier contact avec ce groupe tant recherché. Intrigués, les mères viennent d'abord voir de quel intrus il s'agit. Bernd ne force pas les choses. Il évolue calmement, observe, attend que les Duskies viennent à lui. Pour l'instant, les petits sont tenus à l'écart. Mais soudain, une mère accompagnée de son bébé passe rapidement devant lui. Ça y est, la confiance est gagnée. C'est le moment des présentations.
Pour Bernd, participer à ce ballet sous-marin est la plus grande récompense que puissent lui offrir les Duskies. Le scientifique rigoureux laisse place à l'homme amoureux des dauphins. Good stuff. That was amazing. Wow, those animals are fascinating. Depuis 20 ans, Bernd a parcouru toutes les mers de l'hémisphère sud pour tenter de percer les secrets des Duskies. Des secrets qui dépassent peut-être l'entendement humain. Les dauphins possèdent un système de communication et des mœurs complexes. L'homme ne sera peut-être jamais en mesure de les comprendre vraiment. Pourtant, Bernd continue. Il veut percer les mystères de nos cousins des mers.